tous et bienvenue dans le podcast de la Petite Balle Blanche. Retour du confinement et retour de la gangue au complet à quelques jours du dernier majeur de cette année particulière. Car oui, novembre sonne comme le mois des bonnes nouvelles. Trump va pouvoir retourner jouer au golf avec Jack Nicklaus et arrêter de nous crier dans les oreilles sur Twitter. Mais aussi, surtout, nous allons enfin avoir le droit au plus beau des tournois du Grand Chelem. Et pour m'accompagner dans cet avis unanime, m'ont rejoint Julien Fontaine. Salut tout le monde, première erreur, attention Lionel. Christophe Soudé. Oui, salut, bonjour tout le monde. Cyril Le Gouen. Allô la gang. Gurvan Bonny. Salut à tous. Et j'ai un doute quand même sur le tournoi majeur. Et last but not least, Marion Ricordo. Salut à tous. Comment allez-vous, chers amis? Fort bien. Bien, oui, pas pire. Ah, moi, je suis devant le boss à la fantaisie, je suis content. Ah, ça marche plus très bien, je vais être obligé de quitter, je vous entends plus. En ce moment, tout le monde est devant le boss à la fantaisie. C'est clair, c'est embêtant ça. C'est pas clair. propre. Ça commence comme ça, ce podcast-là. C'est censé être convivial et comme un direct. Ça commence très fort. Ouais, on retrouve la bonne ambiance. Ni plus ni moins, soyons devant le boss. Hein. Ouais, enfin, derrière moi, il n'y a plus grand monde. Je suis presque là. Et moi, je joue pas, je suis sûr que je suis déjà devant le boss. Bon, j'espère que vous êtes tous en bonne santé déjà et que tout le moral va bien malgré ce début de confinement pour les Français. C'est pas le cas pour toi, Cyril, au Québec, ou pas de confinement? Comment c'est? Non, on a juste plus le droit de recevoir du monde le soir. C'est limité à une personne, je crois, ou 6. Mais il y a pas d'horaire et de couvre-feu là, en tout cas. Ouais. De toute façon, ils se déplaçaient à ski, non? Ceux que tu recevais. Ah, C'est ça. Là, vous allez être naturellement confiné bientôt, non? Bah oui, c'est ça exactement. Alors que Lionel, chez toi, apparemment, la banquise est en train de fondre là. C'est quoi ces températures là? Ouais, nous, c'est les golfs sont fermés comme habituellement depuis la fin octobre, un petit peu avant la fin octobre. Et on n'a jamais eu un mois de novembre pareil, quoi. On est à 12-13 degrés. Et en même temps, faut qu'on joue avec la frontale, quoi. C'est un peu Dubaï en permanence, là, la Suède. Donc, c'est tournoi de nuit, même à partir de 14h l'après-midi bientôt. Donc, allez, avant d'entrer dans le vif du Masters 2020, Gugu va nous faire un petit point sur les différents classements côté messieurs. On va commencer par le circuit court parce que c'est un peu tendance. Il y a 2 semaines, il y avait lieu la première édition de l'Open de PGA France sur le nouveau parcours YouGolf de Roissy. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Inaugurer un nouveau parcours, c'est toujours une bonne nouvelle. Première victoire professionnelle chez Agathe Souzou, qui avait eu l'honneur de participer à notre blog. Et chez les garçons de Jewanko, désolé pour la prononciation. Et ce même Jewanko qui, cette semaine, en finissant 2e du tournoi de l'Alps Tour, c'est la 3e division européenne en Italie, arrive à terminer dans les 3 premiers de cet ordre du mérite et donc à monter sur le Challenge Tour. Bravo à lui. Côté Challenge Tour, seulement 11 tournois pour l'instant programmés. Et sur ces 11, il y en a 8 qui ont été disputés. Et bilan français, pour l'instant, pas super flatteur. Un seul joueur dans le top 20, c'est Robin Sigrist. Et 2 dans le top 45, c'est Damien Perrier et Julien Brun. Pas de conséquences parce que malheureusement, il n'y aura pas de montée sur le Tour européen pour cette année. Alors, on passe sur le Tour européen et on va pas se le cacher, c'est pas vraiment la fête. Non, c'est presque même la panique. 4 Rolex séries seulement au programme et avec un calendrier qui, subissant la force du PGA Tour, le dernier tournoi de la saison, le DP World, est placé mi-décembre au lieu de mi-novembre, faisant ainsi compter les 3 derniers tournois sud-africains pour la saison 2020. A priori, on vient d'apprendre normalement aujourd'hui, selon toute rumeur, qu'ils viennent d'ajouter un tournoi qui sera à Dubaï la semaine précédente sur l'autre parcours et qui comptera aussi pour la Race to Dubaï. Au terme donc de ces 4 derniers tournois, donc le top 60 de la Race to Dubaï sera qualifié pour participer au fameux DP World. Mister Pérez qui est 6e de la race pour l'instant et Romain Langasque qui sont 32e, ils seront de manière certaine.
Pour Rosner, 52e et Ben Hébert, 56e. C'est pas encore certain, mais la tendance est plutôt bonne. Par contre, pour Pavron, 64e, faudra pas traîner. Alors, pour tous les autres, c'est quasiment synonyme de top 3, top 2 ou victoire suivant le nombre de points distribués. Traditionnellement, et je vous dis traditionnellement parce que pour l'instant, on n'est pas encore certain des critères, le top 20 de la Race to Dubaï à la fin de la saison est qualifié pour le WGC au Mexique et le top 30 pour The Open. Selon ces critères, et s'ils restent valables, Victor Pérez est déjà certain d'être qualifié pour ces 2 tournois l'année prochaine. Alors, côté américain maintenant? Ouais, on fait juste un tout petit détour par le Grand Ferry Tour de la 2e division américaine où Paul Barjon est actuellement 10e du classement de la saison. Donc la saison 2020, elle est fusionnée avec la 2021 et ça sera en août 2021 que les 25 meilleurs du classement monteront sur le PGA Tour. Donc pour l'instant, ça se présente bien. Côté PGA Tour, ça roule. La bulle Covid qui est autour des tournois semble fonctionner plutôt bien vu le faible nombre de joueurs exclus. Et à l'approche du tournoi des maîtres, c'est plutôt du lourd pour ce début de la saison avec la victoire de Chambaud, Garcia, Cantlay et peut-être ce soir un certain Dustin Johnson ou un Jason Day. Côté Ryder Cup, les qualifications, où est-ce qu'on en est avec cette Ryder Cup qui aura lieu maintenant en 2021 et a priori fin septembre également? Côté européen, on est tranquille, on est en pause depuis mars et ce jusqu'au début de la saison, début 2021. Dès que le calendrier 2021 sera publié du Tour européen, on pourra vous faire des prévisions. Sachez pour info que, en général, le premier semestre de l'année est publié en juillet, et là, on n'a toujours rien. On sait juste que quelques noms sortent pour le tournoi en Arabie Saoudite. À l'inverse, côté américain, le compteur tourne. Lui, il a fait juste une pause durant le post-Covid, mais depuis, ça y va. Et ça y va très fort. L'équipe actuelle est quand même composée. Donc, il y a juste eu un petit changement sur les qualifications. Dorénavant, il y a 6 joueurs qui sont qualifiés automatiquement et 6 invités. Et si je vous dis que dans les 6 joueurs actuellement qualifiés, on a Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, Justin Thomas, Morikawa, Koepka ou Schauffele, ça fait un peu flipper. Et derrière, juste derrière, on a quand même Simpson, Reed, Finau ou Wolf. C'est un cri de loup, je n'avais pas compris. Ça fait peur quand même comme équipe, très peur. On finit avec le classement mondial des tricolores. Et ça, c'est plutôt positif pour au moins l'un d'entre eux, en l'occurrence Victor Pérez, qui est 36e mondial et qui, selon nos projections, devrait à peu près terminer 30e à la fin de l'année. Ce mec est impressionnant. Il réussit quasiment sur toutes les grosses épreuves. Et c'est quand même assez rare. Pour l'instant, le deuxième joueur français, c'est Mike Lorenzo Vera, à la 110e place du classement. Mike, lui, a une autre problématique, c'est qu'il joue peu, voire très peu. Il a fait que 37 tournois sur ces 2 dernières années et va souffrir énormément parce qu'il va en perdre encore plus et donc décrocher encore plus. Romain Logasque, lui, le talonne de près à la 113e place, devrait probablement lui passer devant ce week-end. Et Ben Hébert, lui, 125e mondial, quand les deux derniers Français qui sont dans le top 200 mondial sont Paul Barjon, 188e, et Mister Rosner, 200e. Merci beaucoup, Gugu. Alors, on a parlé notamment des Américains et de la future équipe américaine avec DeChambeau, DJ. On a aussi parlé de Victor Pérez, ce qui va nous amener logiquement à ce Masters d'Augusta qui a lieu cette année en novembre avec un Tiger Woods qui aura porté la veste verte pendant 18 mois, sa 5e veste verte. Et donc, Masters oblige, un Masters au mois de novembre, un Masters sans spectateurs, avec des conditions météo qui n'auront peut-être pas qui ne seront peut-être pas celles d'un mois de novembre habituel en Géorgie, mais plutôt douces pour la saison, mais ils annoncent quand même pas mal de pluie. J'ai une première question pour vous, chers amis, c'est est-ce que ces changements de saison pour le Masters vont un peu redistribuer les cartes pour les habituels prétendants à la veste verte? Moi, je dirais que non, parce que de toute façon, c'est des joueurs qui sont quand même habitués à s'adapter à absolument toutes les conditions de jeu et tous les
tout ce qui peut se passer, donc les climats, etc., différents. La plupart de mes favoris, disons, connaissent bien le parcours. Bon, à part Victor, qui est dans mes favoris, mais voilà, ces favoris-là, mais voilà, pas forcément sur le papier. Sinon, les autres connaissent bien le parcours. Je pense que les conditions de jeu, voilà, on a dit que la température, elle est finalement peut-être même plus élevée que ce qu'ils peuvent avoir habituellement au mois d'avril. Que ce soit pluvieux, ça changera rien à ce qu'ils ont d'habitude parce que on a autant de chances d'avoir des seaux d'eau en avril que au mois de novembre. La seule petite chose, ne connaissant pas Augusta, je ne sais pas vraiment comment ça peut évoluer, mais habituellement, il joue Augusta à la sortie de l'hiver, donc avec logiquement des saisons un petit peu plus humides l'hiver. Là, on sort du printemps et de l'automne, et je ne sais pas si ça peut avoir un impact sur les greens. Je suis pas certaine honnêtement, parce qu'avec la technologie qu'ils ont pour tout gérer, je pense que ça changera rien. Ils auront des greens de qualité identique à ce qu'ils ont d'habitude, mais dans tous les cas, ça change. Enfin, c'est pas le terrain qui va changer le champion. Hein. Sincèrement, celui qui est le meilleur gagnera. Ça change. Enfin, les conditions de jeu changeront rien d'après moi. Alors moi, d'abord, je vais faire une vanne de vieux. J'ai consulté Alain Gilopétré. A priori, la météo, effectivement, ne devrait pas être super différente. Comme leurs greens sont totalement climatisés, je pense qu'ils peuvent réussir à mettre le moindre demi-degré à peu près à l'endroit où est-ce qu'ils veulent. Je pense qu'il n'y aura pas de conséquences. Par contre, là où j'ai quand même un doute, c'est pour ceux qui ont tendance, par exemple, à mettre des balles un peu n'importe où, là où les spectateurs allaient t'aider d'habitude. Là, tu vas te retrouver un peu tout seul. Et après, c'est de voir ce que pourrait donner, on va appeler ça, la trajectoire de jeu avec des arbres qui ont carrément moins de feuilles. Et de savoir si, par exemple, il serait pas possible de réussir à couper là où des lignes d'habitude sont quasiment intangibles et inimaginables. Là, aller chercher, on va appeler ça, des trajectoires un peu plus fun, parce qu'en disant, de toute façon, si je longe l'arbre, au pire, il y aura un peu de branches, mais il n'y aura pas de feuillage pour m'arrêter. Moi, j'aurais tendance à croire que ça met en exergue la prime à la longueur et donc à mon petit Bryson de chéri. En dehors de ça, fais pas la tête, Marion. Mais ouais, je pense que ce master pourrait être Brysonesque. Mais du coup, 2 questions, Gugu. D'abord, tu crois à cette espèce de théorie qui dit qu'il y a 80% ou 85% d'air dans un arbre? Ouais. Ouais. Ce qui est complètement faux parce qu'on les prend tout le temps, les feuilles. Ouais, mais parce que nous, on n'est pas pro. On n'est pas pro. Et deuxième question, est-ce que justement le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs à Augusta, c'est moins pénalisant que par exemple sur un US Open parce que grosso modo, ils auront toujours les épines par terre et que les roughs, c'est pas le plus gros de la végétation locale, quoi. Je vais dire peut-être une ânerie, mais je pense que 20% de la victoire de Tiger l'année dernière est liée à la présence de la foule. Ouais, mais parce que c'est Tiger. Ouais, mais justement, je pense que les autres, à mon avis, sont s'il y avait encore eu Tiger avec sa veste verte et la foule, les autres auraient senti, on va appeler ça, un bruit, une masse qui aurait suivi Tiger et qui aurait probablement, on va appeler ça, peut-être pas décontenancé, mais peut-être gêné. Là, grosso modo, on va être dans ton tournoi du coin où, grosso modo, il y a des bons joueurs, certes, mais sans impact, c'est-à-dire qu'à part le leaderboard et le bruit éventuel qu'il peut le faire, il va rien se passer. En vrai, c'est dramatique de dire ça, mais on commence à avoir un peu d'expérience sur les tournois à huis clos. Et en vrai, il n'y a pas plus de joueurs moyens qui gagnent de tournois. Enfin, les gros tournois sont gagnés par les gros joueurs. Je ne parle pas de joueurs moyens, hein, c'est le Masters. Il n'y a pas de joueurs moyens en Masters, globalement. Non, mais le fait qu'on ait joué des tournois sans spectateurs, ça n'a pas révélé des gens qui auraient été impressionnés par des spectateurs avant, qui auraient été influencés. On reste sur le. Il n'y a pas de nouveau vainqueur surprenant finalement. Petit astérix peut-être sur Morikawa parce que peut-être que le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs, ça l'a aidé un peu étant aussi jeune de gagner un majeur déjà, mais à part ça. Sur l'interview par exemple de Victor Pérez, il dit clairement en gros que sa deuxième place sur Wentworth qu'il ne connaît pas, le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs, ça l'aide. Enfin, il dit peut-être pas ça comme ça. Il dit en tout cas que ça ne pénalise pas et que en fait ça lui permet de vivre les choses plus facilement et plus aisément. Ouais, mais il peut pas le savoir. Il aurait peut-être fait exactement la même performance avec des spectateurs.
quand tu joues Wentworth, t'es quand même dans un pays où les spectateurs ont des grands fair-play. Il aurait été peut-être porté par la foule aussi parce que en ayant si bien joué, je veux dire, c'est impossible de faire on peut pas avoir de théorie là-dessus. On peut pas savoir. Non. En tout cas, lui, il peut pas changer son résultat. Il est peut-être lui content qu'il n'y ait pas eu de spectateurs parce que ça l'a peut-être aidé. Moi, je reste convaincu qu'il aurait fait aussi bien avec des spectateurs. Le mec, il a le jeu, quoi. C'est heureusement pas les spectateurs qui font de ces mecs-là ce qu'ils sont, quoi. Et j'écoute, mais je suis pas mal d'accord aussi avec vous. C'est pas mal ça. Je pense que ça va pas changer grand chose au final sur les conditions. Mais tu disais en aparté, toi, peut-être le vent qui va tourner différemment, mais de toute façon, c'est toujours un problème de vent. Le Masters, surtout au 12. Où du coup, ils ont du mal à trouver la profondeur parce que, en tout cas, donc les problèmes vont être les mêmes. En général, je pense pour les joueurs, de toute façon, quelle que soit la saison, ça va être compliqué. Mais sinon, si je voulais rebondir, je pense que justement, je sais pas si c'est le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs, mais je vois que sur le PGA, on a quand même eu, peut-être à part Garcia, on a eu plein de nouveaux vainqueurs, quoi, et ça laissera la place, d'autant plus cette année encore, au Masters, à un mec comme, bon, je sais pas, mais là, il y a Sam Burns qui est pas mal, mais des mecs comme Simpson qui peuvent gagner. Oui, il y aura tous les favoris, mais je pense que ça laisse la porte ouverte. On a vu Kokrak qui a gagné son premier PGA cette année. Martin Laird qui revient de je ne sais où, qui n'avait pas gagné depuis Singh qui a 47 ans. Pareil, il y a beaucoup de batailles du coup sur PGA. Je pense que ce sera aussi pareil sur le Masters. Moi, sur les conditions, ce que j'ai vu, ce dont je me souviens, c'est que ça fait quand même plusieurs années qu'on n'a pas vraiment un Masters classique, dans le sens où ça fait plusieurs années où justement, toutes les nuits, il pleuvait, et il pleuvait plusieurs fois par semaine, en fait. Et du coup, c'était le cas l'an dernier, mais ça fait 5-6 ans que ça dure, en fait, comme ça. Et il y avait souvent des températures vachement basses quelques jours avant le Masters. Et du coup, tu avais des fairways qui étaient différents de ce qu'on avait l'habitude d'avoir auparavant, quoi. Donc, je pense qu'avec ce mois de novembre, on va retrouver donc des conditions un peu similaires. Donc, c'est des conditions qu'ils connaissent maintenant depuis quelques temps, pour ceux qui ont l'habitude de le jouer. Les greens, alors c'est vrai qu'ils peuvent ils peuvent travailler ces greens avec ce système de climatisation exceptionnel qu'ils ont, mais pas pendant la partie, quoi. Donc, si pendant la partie, il se passe un événement météorologique, là, ils sont comme tous les parcours du monde, hein. Ils peuvent le faire qu'avant ou après, hein. Et par contre, le vent, alors le parcours, j'ai quand même lu pas mal de choses sur l'histoire du parcours. Le parcours n'a pas été dessiné pour un vent du mois d'avril ou un vent du mois de novembre. Il a été dessiné pour la région, en fait. Par contre, c'est vrai que les habitués du Masters, des mecs qui connaissent vachement bien ce parcours et qui se méfient tout le temps, hein, comme le disait Cyril, des vents tourbillants qu'il y a ils regardent toujours la cime des arbres, etc. Est-ce qu'ils vont être moins avantagés à ce niveau-là? Je sais pas. Et le gars qui n'a pas l'expérience du Masters, est-ce qu'il a un petit avantage? C'est à voir. Mais en tout cas, généralement, quand même, ceux qui ont beaucoup d'expérience du Masters, cette expérience, on la ressent surtout sur les greens. Et je pense que c'est vraiment, et c'est ça qui va, et on va en parler quand on va parler de Bryson, c'est encore quand même sur les greens que leur expérience va être la plus importante. C'est là où les mecs qui connaissent bien ce parcours, ils vont faire la différence, quoi. Non, mais les greens, c'est une bonne remarque. Ça va nous permettre d'enchaîner sur effectivement une deuxième question que j'avais. C'était est-ce que Bryson DeChambeau, avec ses vidéos hallucinantes de swing de drive à plus de 400 yards, etc., avec j'annonce des shafts de 48 pouces pour faire la différence, etc. Est-ce que Bryson DeChambeau va
va exploser Augusta et ses adversaires, un peu à l'instar d'un Tiger Woods en 97 qui avait fini avec 12 coups d'avance, ou pour faire plaisir à Julien, d'un Jordan Spieth qui aussi en 2015, même s'il n'avait pas autant d'avance, a quand même eu le même record de moins 18 sur le parcours. Et puis les greens, c'est une remarque pertinente parce que c'est vrai que la différence à Augusta se fait sur les greens. Et moi, honnêtement, c'est une chose que j'ai apprise là récemment en écoutant des podcasts professionnels, hein, parce que il y a des blogs professionnels et puis il y a des podcasts professionnels aussi. Il n'y a pas de carnet de lecture de green à Augusta. Ouais. C'est le seul tournoi qui n'offre pas ces carnets. Et quand on sait le temps que peut passer un DeChambeau, par exemple, à lire son carnet avant de putter, là, du coup, ça n'est basé que sur l'expérience. Et sur les notes que peuvent avoir les caddies, évidemment, sur les anciennes éditions, pour connaître parfaitement les greens. Donc, quid de DeChambeau dans cette édition 2020, monsieur Gurvan Bonny, votre avis? Ouais, j'ai commencé comme C'est ça. bon, on peut se lâcher, la chasse est ouverte là. Ouais. On aborde le sujet là, ça y est. Voilà. Je commence. Allez-y, donne c'est tout. le moment où de toute Vas-y, façon, tout le Gurvan, monde allez. Voilà. Moi, je pense que Bryson, il va exploser Augusta, ses adversaires. Après, vous pourrez m'exploser parce que j'aurai du tort. Moi, je pense, on va appeler ça 4 ou 5 arguments. La première, c'est que je pense qu'avec des arbres, avec beaucoup moins de feuilles, moi, je pense qu'il peut aller chercher des trajectoires de dingo. Sur le 10, sur le 13, je pense qu'il peut aller chercher des trucs qu'on n'a jamais vus. Donc, sur le 13, le magnifique par 5, qui est à moitié, on va appeler ça un par 4,5, quoi. Je pense que ça peut devenir pour lui un par 3,5. Voilà. D'un point de vue purement donc rationnel, il est à l'heure actuelle premier au stroke gain putting, premier au stroke gain off the tee, premier au stroke gain sur tee of the green, 8e à l'approche et 15e round de green. D'accord. Il serait dans mon tournoi club au Blue Green de Saint-Quentin, je pourrais comprendre qu'être premier au stroke gain, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais là, il sort des stats de dingue, c'est-à-dire qu'il serait, on va appeler ça, nul ou moyen sur le petit jeu. Je pourrais concevoir qu'il ait du mal. Mais il est non seulement très long, non seulement plutôt très droit, mais en plus assez habile autour du green et sur le green. Alors effectivement, il manque peut-être d'expérience et peut-être qu'il ne gagnera pas. Je suis sûr qu'il va amener probablement l'architecte, on va appeler ça d'Augusta, à réfléchir peut-être à autre chose pour l'édition 2021. Avant que tu enchaînes sur tes arguments, juste une réflexion. Le stroke gain putting de DeChambeau au Masters, c'est son plus mauvais stroke gain putting sur l'ensemble de ses tournois. Ouais, mais je pense qu'il n'est plus dans la même dynamique. Il a jamais eu d'aussi bonnes stats que cette année. Donc on verra. Mais moi, je le vois comme c'est pas le même être humain en fait, et c'est pas le même golfeur que. C'est pas un être humain tout court, non, peut-être aussi. Tu disais, Lionel, c'est son plus mauvais stroke gain putting. Mais est-ce que la stat est vraiment mauvaise ou est-ce que c'est son plus mauvais à lui, mais finalement, comparé au champ de joueurs, ça reste quand même une bonne stat? Oui. Non, mais c'est au Masters où il a le plus mauvais stroke gain putting des tournois habituellement dans son année, quoi. Alors après, il a une année 2020 qui est pas du tout l'année qu'il a eu non plus les autres années, quoi. Même s'il a gagné des tournois les autres années, enfin. La transformation de Chambaud, elle a vraiment eu lieu en 2020, quoi. C'est l'après-confinement qui a fait que c'est devenu musclore quand même, même si c'était quelque chose qu'il avait entrepris depuis un moment. Mademoiselle Marion. Oui, alors voilà. Alors bon, voilà, on revient toujours dans le même problème, hein, de mon manque d'affection pour ce garçon. Objectivement, je suis pas convaincue qu'il soit le candidat idéal non plus pour le Masters parce que c'est quand même pas un parcours particulièrement large. On l'a évoqué entre nous avant le podcast en disant oui, mais au Masters, au dernier majeur, le fait qu'il tape fort, qu'il s'écarte un peu, ça l'a pas empêché de gagner. Oui, c'est vrai. Mais là, on est sur du couloir d'arbre, souvent. Et du coup, tu es quand même obligé de faire de la trajectoire super droite. Et en tout cas, tu es obligé de suivre vraiment un dessin tracé entre les arbres. Et
je sais pas, je crois que c'est pas forcément adapté parfaitement à son jeu. Alors si au parcours d'entraînement, il a réussi à mettre des drives, faire des drives faire neuf sur des par 5 formidable, mais sans pression, en totale détente. Et puis on sait pas combien de coups il a tapé pour réussir à faire ça. Enfin, c'est toujours joli, mais faut se méfier. Faut se méfier aussi de ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux. Hein, c'est toujours pareil. On enjolive un peu les choses. Et puis ça fait bien de dire qu'on tape drive sur un fer neuf sur les par 5. Puis bon, oui, il y a surtout cette contrainte de putting. C'est un excellent putter. Il y a rien à redire. Mais on l'a évoqué avant. Augusta, c'est particulier. C'est des greens un peu spéciaux. Il faut les sentir. C'est quelqu'un qui est pas vraiment dans le ressenti. Il est sur la technique, la mécanique pure. Et c'est vrai que sur des greens comme ça, alors le coup du carnet, j'avoue que je le savais pas. Mais je pense que ça va pas vraiment arranger ses affaires. Donc non, honnêtement, pour moi, je vois pas comment il pourrait être même pas dans le top 10. Hein. Je pense que ça peut, malheureusement pour lui, il peut exploser en plein vol sur un tournoi comme ça. Et s'il explose pas en plein vol, il faudra qu'il joue un jeu qui est pas le sien. Il faudra qu'il soit un peu, pour moi, sa seule manière d'être efficace sur ce parcours, c'est de ne pas taper comme un bourrin et de pas faire d'y aller à fond comme un sourd. Ce sera d'être un peu plus posé, un peu plus réfléchi. Non pas qu'il soit pas réfléchi, loin de là, mais je crois pas que ce soit un parcours véritablement fait pour lui. C'est Jordan Spieth dans un podcast là auquel il était invité qui a dit que il ne pouvait que gagner à Augusta, quoi, et que s'il gagnait pas, il a dit exactement, il faudrait qu'il perde le Masters pour pas pouvoir le gagner. Ouais. Et mais c'est un peu ce que dit Marion en fait. C'est que il pourrait être capable de nous ressortir un 10 sur un seul trou ou un 13 à la Sergio Garcia sur. Mais moi, je pense au trou. Moi, moi, quand je vois le parcours d'Augusta, je le revois au tournoi il y a 2 mois ou un truc comme ça. Je sais plus. Alors, je suis désolée, je me souviens plus de quel tournoi c'était. Ce fameux par 5 où il fout sa balle à 2 doigts du hors limite. Au bord de l'obstacle d'eau, plutôt, c'était ça. Il tape son coup un peu en aveugle, comme une brute, sans réfléchir. Il se fout hors limite. Il en retape une exactement la même sans changer de club. Il te dit, ce mec-là. C'est quand il fait 10. Voilà, il peut partir dans tous les sens. Et je trouve que la configuration de Augusta, ça peut lui faire exactement la même chose, mais pas qu'une fois. Il peut le faire 4 fois sur le parcours. S'il ne se raisonne pas et s'il arrête, s'il change pas de stratégie et qu'il essaie pas juste de taper comme une mule dans la balle, je pense que ça peut se reproduire encore et encore. Possible. Honnêtement, s'il joue son drive à tous les trous et qu'il fait le bourrin, je le vois faire des 10 sur le parcours à répétition. Il va falloir qu'il prenne sur lui, quoi. Ça va coûter cher à la fin. Ouais, moi, je suis d'accord avec Marion. C'est vrai qu'il arrive sur ce Masters hyper remonté, hyper motivé, dans une dynamique fantastique. Mais on l'a vu prendre de très très mauvaises décisions et même on l'a vu être presque pas dans un état tout à fait normal parfois. Hein. Donc c'est vrai que sur le plan mental, à mon avis, il va arriver très remonté, il a une stratégie, mais cette stratégie, il y a un risque qu'elle explose. Après, si elle explose le 3e ou 4e jour, faut voir, il peut peut-être se rattraper, quoi. Sur les mises en jeu, l'Augusta National, c'est quand même pas un parcours qui, depuis 10 ou 15 ans, a favorisé les joueurs qui étaient très très longs, qui étaient plus longs que les autres. Si Bubba Watson, il le gagne 2 fois, et on sait que c'est un joueur qui est très long, c'est surtout parce qu'il était bon dans tous les compartiments, mais il maîtrisait beaucoup les effets. Et c'est ça qui l'avait plus favorisé que la longueur sur le Masters, en fait. Marion a raison, il y a des endroits qui sont très très larges, et puis il y a des endroits qui sont vraiment pas larges, quoi. Et là encore, ça va pas être tellement un avantage, quoi, en fait. Après, sur le petit jeu, sur le green, etc., donc on en revient à l'expérience qu'il faut sur les greens. Et là, Marion a la raison encore une fois, parce que les greens sont très spéciaux. C'est des multipentes où là, il faut avoir du feeling, puis il faut vraiment avoir l'expérience de ces greens. Et autant il est bon putter, autant pour tous les golfeurs, là, ils sont tous confrontés et il suffit de se positionner
on a raté un peu sur le deuxième coup son approche du green, on n'est pas bien placé et là on se retrouve en difficulté. Je le classe pas comme le favori des favoris, je le classe comme un joueur qui arrive en forme, qui a des atouts, mais j'arrive. En tout cas, pour répondre à ta question, je pense pas qu'il va exploser le parcours. Non. Et je pense qu'effectivement, le parcours peut le sanctionner et l'exploser très très rapidement. Effectivement, s'il est très long et très précis, il a un énorme avantage. Mais il y a plein de pièges sur ce parcours. Il y a les arbres, il y a, souviens-toi, la racine qui blesse Tiger Woods sur le 9. Et sur le 10, tu as des greens qui sont surélevés, etc. Donc, il y a plein d'autres pièges à part que des pièges qu'il n'avait pas lorsqu'il a gagné l'US Open. Il y a trop de choses à dire, mais le fait justement qu'Augusta National soit un des parcours les plus piégeux au monde, qu'on soit Bryson DeChambeau ou pas, on pourra se faire piéger, de toute façon. Ça peut arriver à n'importe qui de prendre une racine, de prendre un mauvais arbre. Du coup, c'est pareil que le gros rough, en fait. Les gros roughs et les fairway étroits, ça va pénaliser tout le monde. Augusta National va pénaliser tout le monde. Sauf que Bryson sera 50 mètres devant tous les autres, quoi. Et qu'à un moment donné, à part un mec qui va prendre tous les fairways pendant toute la semaine et qui jouera la semaine de golf de sa vie, et à mon avis, il sera devant tout le monde, il aura des coups beaucoup plus faciles que tout le monde, et il n'est pas obligé de les prendre les risques à fond. Par contre, sur 4-5 trous, il va pouvoir casser le parcours. Encore une fois, Spieth, dans le podcast dont tu parlais tout à l'heure, Lionel, Spieth qui est donc plus apparemment un mec qui donne des conseils sur Internet qu'un gars qui joue au golf. Hein. Mon garçon, tu me fatigues, mon garçon, je suis fatigué. Et le pauvre. Il disait que Augusta National, ils ont la capacité de se défendre avec leur forêt d'arbres qu'ils ont derrière et qu'ils peuvent planter des arbres qui ont déjà 120 ans sans que ça se voit, et qu'il disait qu'on pourrait avoir l'impression qu'ils étaient là depuis le début et donc du coup changer le parcours. Mais surtout, il disait que le parcours, il a été prévu depuis l'ère Tiger pour répondre aux joueurs un peu longs et que, en fait, Bryson est de nouveau une classe au-dessus de ces gars-là et qu'en fait, il s'ouvre des endroits sur le parcours qui, normalement, n'étaient pas ouverts pour un premier coup. Et il prend l'exemple de je ne sais plus quel trou où il dit, mais le fairway, en fait, il y a le fairway du trou qu'il est en train de jouer, le fairway de gauche, le fairway de droite. Et il peut jouer partout. Il peut lâcher la balle. Il peut avoir une dispersion de 250 yards. Il aura quand même un second coup plus court que les autres. Sur beaucoup de trous, il va pouvoir prendre les risques et scorer. C'est obligé. C'est ce qu'ils expliquaient il me semble, c'est sur le 13 où en gros, même s'il arrive sur le début du 14, il va jouer le 14. Hein. Ouais. Il va jouer le fairway du 14. Ouais. Pour toi, c'est un favori oui, ouais, incontestablement. Ouais. Il fait qu'un tournoi cette année, il gagne il a torpillé l'US Open. C'est vrai qu'il c'est pas beau à voir, mais c'est incontestable. Il est en train d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. Chacun ses idées. Enfin, mais il est en train de révolutionner le golf, quoi. Donc inévitablement, ouais. Je sais pas s'il peut le gagner, je sais pas s'il gagnera, parce qu'effectivement, le golf à ce niveau-là, ça reste le putting. Ouais. Donc quand bien même 50 verges devant tout le monde, il va falloir qu'il les rentre, les potes. Mais oui, c'est un favori. C'est un favori pour la victoire, top 10. Puis même, il embarque du monde dans son sillage. Là, je vois que cette semaine, il y a Adam Scott. Adam Scott, il a choisi d'avoir un driver plus long aussi, non mais. C'est ça, 46.5. C'est Mickelson qui l'avait cette semaine aussi. Mickelson va changer tous ses bâtons. Il va prendre des bâtons Game Improvement, qui sont des bâtons du commun des mortels de joueurs du dimanche. Il va pas aller chercher. Il change pas ses il va aller. Non, mais il change de bâton. C'est tous des bâtons à 3 degrés plus fermés, donc tu gagnes comme une longueur de club par bâton. Enfin bref, pour aller chercher de la longueur, quoi. Oui, mais ça veut rien dire. Enfin, honnêtement, le coup que Adam Scott et Mickelson aillent chercher, je vais vous dire, c'est très con, mais moi, il y a le dernier driver que j'ai changé, j'ai pris un driver 1 inch plus long, mais c'était même pas pour taper plus fort.
C'était juste que, oui, je gagnais un peu de distance, mais c'est surtout que je gagnais en dispersion. C'était dingue. Mais parce que parfois, on a eu ce culte pendant quelques années de se dire, il faut des clubs plus courts, surtout avec le driver, on n'a pas besoin de taper si fort. On a club plus court pour de la précision. Mais en fait, c'était pas que vrai. Moi, quand il y a eu l'inauguration du stade d'entraînement, du stade de fitting à Chantilly chez Titleist, j'avais mon driver, j'avais tous mes clubs et comment il s'appelle, Greg Bourdi cherchait un drive et il cherche tous les drives et bon, il laissait plein de trucs. Et à un moment, pour rire, je lui tends mon driver, je lui dis vas-y, et c'est ça, tu vas voir. Il savait pas que c'était le mien. Il tape. On a regardé avec le Trackman, c'était les meilleurs stats qu'il avait avec de tous les drivers qu'il avait essayé. C'était un drive qui était fait pour moi, hein. Donc un drive rallongé d'un inch qui était pas très ferme, pas très lourd, mais c'était juste que parfois c'est rallonger le truc, ça te fait gagner un peu de distance, oui, mais ça te fait c'est pas que pour ça que tu veux rallonger ton driver. Donc l'argument pour Bryson, il se vaut parce que le mec c'est une brute, mais l'argument de rallonger le driver pour Mickelson et pour Adam Scott, c'est pas que ça. Enfin, honnêtement, c'est pas que ça. Adam Scott et Mickelson, c'est quand même C'est que les ça. joueurs qui sont les plus en place. Enfin, je veux dire, ils n'ont plus rien à changer dans leur jeu. Et pourquoi justement ils changeraient le driver si ça juste pour gagner quelques yards? Enfin, c'est une question, j'en sais rien. Mais ça leur sert à quoi de gagner 5 yards? Oui, et puis comme on disait, surtout à Augusta, qui reste quand même un parcours qui, enfin, les Spieth, les Zach Johnson et tout ça ont prouvé que c'est pas parce que t'as pas besoin d'être long pour gagner le Masters, quoi. Il a choisi de prendre autant de masse et de taper très fort, c'est parce que comme Koepka, il a choisi d'avoir une trajectoire, de passer au-dessus des arbres, de s'éviter certaines, d'avoir à créer certaines trajectoires parfois. Il reste dans son truc. Au Masters, tu peux pas jouer comme ça. Il y a plein de deuxième coups où il faut être vachement inventif. Et pour se sortir des difficultés qu'il aura, c'est sûr et certain, il en aura. Après, il a un bon jeu, il a un bon putting, il peut sortir de pas mal de problèmes. Mais je sais pas, il met les balles au ciel, mettre les balles au ciel avec un pitch quand les autres ils vont jouer fair set à Augusta sur des greens qui vont aller vite, il peut arrêter les balles. Enfin, ça, il a plein ça se passe pas tout à fait comme ça au Masters. Il y a plein d'endroits où même on a vu Dustin Johnson, etc., qui ont du mal quand même à arrêter les balles. Sécurité, quoi. Regarde le 17, regarde le green du 17. Il y a personne qui arrive à arrêter des balles sur le green du 17 là où il faut. Il y a des greens, mais bon. Moi, je pense juste qu'il est capable de réussir absolument tous les coups sur ce parcours, mais qu'il va s'épuiser et qu'à un moment, ça va dégoupiller parce qu'il ne pourra pas rester à l'offensif autant comme ça sans y laisser quelques plumes. C'est Augusta, c'est pas un parcours du US Open, c'est pas du tout le même genre de tracé. Il pourrait pour moi, être beaucoup plus performant finalement, et encore que c'est encore un peu particulier, mais sur un British où là encore c'est du gros rough et là tu peux t'en sortir, tu peux arroser un peu, ça, tu t'en sors. Augusta, je pense que honnêtement, je crois vraiment qu'il risque de laisser des plumes. Enfin, s'il y va trop offensif, il va y laisser des plumes. Oui, et puis c'est pas bon là. Trump, il a perdu. Nicklaus, tout le monde est déçu. Là, c'est mal barré. Moi, je le sens pas là. Allez, on va clore le chapitre Bryson. Je pense qu'on aura la réponse dans quelques jours sur le fait que est-ce qu'il va attaquer à outrance. Et c'est sûr que s'il attaque à outrance et qu'il réussit à rester sur le fairway, il va avoir des petits clubs à jouer qui vont être plus faciles pour se mettre plus près des drapeaux. La condition, ça va être est-ce qu'il va réussir à rester dans l'allée principale. Donc ça c'est pas forcément dit. Juste, on va s'intéresser à notre tricolore, Victor Pérez, qui va jouer son premier Masters, le tout premier de sa carrière. La meilleure place d'un Français au Masters, c'est Thomas Levé en 2005, qui avait fait 13e ex-aequo, qui est le seul top 20 avec je crois que c'est Van de Velde qui a fait 19e, il me semble, en 2000. En 2000 il me semble. Est-ce que Victor Pérez, à votre avis, peut faire aussi bien que Thomas Levé en 2005? Et pourquoi pas mieux? Ou mieux, au moins aussi bien, je devrais dire.
quels sont les points forts de Victor Pérez pour réussir à Augusta? Parce que le garçon est bien dans sa tête, bien dans ses baskets. Il a l'air d'avoir une bonne équipe, mais c'est difficile de lui dégager, je trouve, des points forts en particulier, comme c'est difficile de lui dégager des points faibles. Mais Son cadet, non? JP, Ouais, qui sera sans doute, Je pense que on espère qu'il lui portera pas autant bonheur qu'il l'avait fait avec McIlroy pour son premier Masters. Mais moi, je pense qu'en gros, moi, je considère Victor comme un animal à sang-froid. T'as l'impression que, en fait, c'est une machine, en fait. Donc, il peut avoir des gros craquages, et il en avait eu un, par exemple, au WGC Mexico l'année dernière, au premier tour, je crois, où il galère fort. Mais si je devais qualifier Victor, j'appellerais ça un régulateur de vitesse. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il y a pas beaucoup d'aléas sur la route. La route suit son chemin. Je sais pas où amènera le chemin, mais grosso modo, tu as l'impression que le gars est en contrôle. De temps en temps, il y a des légères sorties de route, donc je vais appeler ça des cuts ratés. Mais tu sens que derrière, il y a une tendance assez flagrante ou évidente à être capable de poster des gros scores sur des gros tournois. Alors, peut-être pas ce premier Masters, peut-être jamais au Masters. Moi, j'aurais tendance à y croire quand même, parce que je me dis qu'il est quand même globalement assez long. Je me dis qu'avec JP, il doit être capable de savoir lui dire les endroits à éviter, les morceaux de green à éviter, et que s'il est capable de sortir, sans sortir le coup parfait, probablement le coup qui va à peu près viser la bonne zone de green, voilà, ça doit passer le cut. Et ça peut pourquoi pas tutoyer un top 20 ou un top 10 ou peut-être mieux. Voilà. Après, ça peut être un 4 putt sur un green du 1 et puis éventuellement dire au revoir au cut. Mais ce mec-là a l'air d'avoir bien waterproof. Il n'y a rien qui colle en fait. Avec un peu de chance, il commencera peut-être pas au 1 du coup. Puisque cette année, on aura des départs du 1 et du 10 à cause de la nuit ou de la journée plus courte. Ce qui va pas être évident de commencer du 10 pour un premier Master, tu me diras. Hein, parce que tu fais le 10 et t'attaques la main corner d'entrée. Ouais. Au moins, t'es tranquille. Après, tu peux penser à autre chose, quoi. Ah ouais, voilà le boost de confiance. Tu sors dans le par au bout de 4 trous, t'es bien. Ouais. Votre avis alors sur Victor? Moi, c'est un joueur que je trouve fiable. Tu sais que ça va bien se passer. Alors, c'est peut-être un peu monotone d'ailleurs parce que c'est juste. Voilà, il n'y a pas de coup d'éclat. Il y a pas de, c'est pas les montagnes russes quoi. C'est pas genre je gagne, je finis dernier, je gagne. C'est plutôt tout le temps bien, voilà, c'est bien. Alors, ça mériterait, enfin moi j'ai envie de le voir exceller plus souvent, mais c'est vrai qu'au moins on a la chance de rarement le voir nous décevoir, encore qui on est pour être déçu, mais voilà, on est rarement déçu par ses performances parce qu'il est toujours là, enfin il fait toujours... il a un petit coup, comme tu dis, une petite sortie de route de temps en temps, mais bon, c'est bien humain, hein, qui n'en fait pas. Ouais, c'est un joueur fiable. Ça, tu sais que c'est un joueur qui va performer. Il va peut-être pas exceller, mais il va faire le job tout le temps, faire le job. Et je pense que finalement, alors, ça va peut-être pas lui permettre cette année d'exceller au Masters, mais je pense que c'est une bonne manière de se construire aussi. Il met les premières pierres à l'édifice de sa carrière. Il plante bien le décor, quoi. Il s'installe et il fait pas une arrivée. Enfin, il a fait une arrivée un peu époustouflante quand il a démarré, puisqu'il a été un truc surpris parce que la plupart des gens ne le connaissaient pas. Moi, je l'avais déjà vu jouer, je le connais depuis longtemps, donc c'était un joueur que je savais être très solide, mais c'est vrai qu'il a étonné le grand public. Mais en fait, quand tu le vois sur des gros tournois, enfin voilà, on sent qu'il prépare sa carrière et que ça va être quelque chose de long. Il va pas faire une apparition éclair chez les pros. Il va rester 5 ans, il va se barrer parce que ça va s'essouffler. Le mec, il arrive et il pose et il s'installe. Il est en train de construire l'avenir, quoi. Du coup, il fera peut-être pas une perf énorme. Enfin, honnêtement, c'est pas que je le vois pas faire un top 10 cette année. Hein. Il est capable de le faire, mais je sens qu'il construit pour son futur. Donc, j'ai envie de le voir performer. J'avoue que je serais déjà super contente qu'il fasse top 30.
Ouais. Et d'ailleurs, quand il est dans une interview qu'il donnait à Canal+, tu le sentais parler de son premier Masters comme j'apprends, c'est de l'expérience pour les prochains, quoi. Donc dans sa tête, de toute façon, c'est que le premier d'une longue série. Donc peu importe. Alors que pour beaucoup, je suis content, j'ai fait le Masters, j'ai accédé au Masters, je l'ai fait une fois, tant mieux, quoi. J'ai au moins fait ça une fois dans ma vie. Alors que c'est vrai que je te rejoins sur son approche. Je suis là pour un moment, en fait. Ouais, après, je suis même pas forcément contente de savoir qui dit je vais m'en servir pour nourrir les années suivantes parce que je pense qu'il faut même pas aborder le tournoi comme ça. Ça doit même pas lui servir d'expérience. Mm. C'est plus moi qui le vois comme ça parce que je suis pas, enfin parce que je suis pas dans ses baskets et que j'en ai jamais discuté avec lui. Mais c'est plus lui. Je crois qu'il faudrait qu'il aborde le tournoi enfin pas bonsaï, je pense, mais il va en refaire d'autres, mais faut pas qu'il se dise bon bah je vais attendre une prochaine fois pour performer quoi. Non, Faut, non, faut y non, aller, mais faut y aller. Non, je pense que c'est pas le c'est pas message. ce qu'il disait. C'est pas ce qu'il disait. C'était que si jamais ça se passait pas bien, Ah oui, d'accord. au C'est ça, pire, ouais. c'était une expérience, quoi. Mais Ah ok, ok. c'était pas c'était pas son état. C'était juste pour rebondir sur le fait que lui, de toute façon, il voyait, enfin, dans sa tête, il va en jouer plusieurs, quoi. Eh ben, il a bien raison. Ouais. Enfin, je pense il est capable d'être bon sur les Masters, mais peut-être pas pour cette année, quoi. Mm. Parce que quand on regarde les joueurs qui font un top 20 généralement dans le Masters, c'est pas des joueurs qui ont fait une année moyenne, en fait. Et sur les grands tournois et aux États-Unis, bon, il fait une année moyenne plus ou moyenne moins, ça dépend comment on regarde sa saison par rapport au fait qu'il vient de découvrir tout ça, en fait, ce très, très haut niveau-là. Mais donc, je le sens pas sur une bonne dynamique. Et puis, encore une fois, il y a l'expérience. Il faut généralement les joueurs qui font un bon master, c'est généralement des gens quand même qui connaissent ce parcours, quoi. Mm. Mm. Et Particulièrement au Masters. par contre, son caddie, ça c'est sûr. Je pense qu'il va vraiment l'écouter. Il va respecter les consignes qu'il va lui donner. Donc, je pense qu'ils vont définir une stratégie. Est-ce que la stratégie, ça convient vraiment à son jeu? Vu depuis le temps qu'il travaille, je pense que ça va être le cas. Parce que quand Dubuisson rate, tu le rappelais, quand il rate le deuxième cut, de très peu, parce qu'à chaque fois, il les a ratés très très peu d'ailleurs, les cuts. Mais il me semble qu'il a passé, avait non? choisi, il le passe une troisième fois, effectivement, mais la Ah, deuxième 3 fois, d'accord. où il rate le cut, il avait choisi une stratégie très offensive. Et bon, il s'est rendu compte qu'au Masters, c'était pas ce qu'il fallait, quoi, en fait, hein. Effectivement, si tu as des atouts, etc., tu peux être un peu offensif, mais c'est quand même pas la stratégie gagnante du Masters. Et donc là, je pense que son caddie, qui connaît très bien le parcours, il va lui mettre les points sur les i. À mon avis, c'est déjà fait. Il va lui dire, bon, ben voilà, là, pour être placé ici, tu peux pas attaquer comme ça, etc. Et ils ont l'air de très bien s'entendre. Et ça, je pense qu'il fera pas l'erreur qu'avait fait Victor Dubuisson, qu'ont fait d'autres joueurs d'ailleurs, hein. Il y a d'autres joueurs qui sont des joueurs offensifs qui ont fait la même erreur à Augusta, en fait. Donc, il peut passer le code, il peut faire voilà, une première expérience du Masters intéressante. Et je pense que dans les années s'il continue, effectivement, comme le disait Marion, à être aussi régulier, parce qu'il est régulier, et après, peut-être qu'il pourra faire quelque chose, quoi. Ouais, bah, exactement. J'arrive à la même conclusion que Chris. Ouais. Pour un premier match, effectivement, l'avantage d'avoir l'ancien cadet de McIlroy, donc ça va être vraiment indéniable. Mais ça reste son premier Master, donc passer la coupure déjà, ce serait vraiment génial. Et à partir de là, s'il passe la coupure, oui, pourquoi pas un top 30, top 20, mais pas battre levé, pas 10, 15. Alors je serais super. Enfin, vraiment, je serais vraiment heureux pour lui d'ailleurs, mais pas avec le champ de joueurs qu'il y a là, les mecs qui connaissent le parcours, le nombre de mecs qu'on titre. Il y a Boba cette année qui arrive plein de bourre, qui l'a gagné 2 fois. Ce serait un méchant de bel, ce serait vraiment un superbe exploit s'il arrivait à battre le record de levée en tout cas. Ce que je lui souhaite, mais pour un premier, oui, ça va être très très compliqué. Ça reste un premier master, donc avec toute l'émotion que ça comporte. Langasque le disait quand il l'a fait, quoi. C'est un truc de fou, hein.
Arriver dans la grande allée, la Washington Road dès le début, là, les azalées, les arbres, sur le parcours, c'est fort en émotion, donc il y a tout ça à gérer aussi. Hein. Je pense que là-dessus, il va être bon, Victor. Là. Je suis pas inquiet pour lui. Mais il n'a pas le même âge non plus que Langas quand il est arrivé là-haut. Mais... Et puis, il n'aura pas le public à gérer, Victor. Exact. Il n'y aura pas la pression. Oui, Gugu. Lors d'une interview qu'il avait fait il y a quand c'était à l'Open de France l'année dernière, en fait, il expliquait plutôt que c'était plutôt JP qui était plutôt, on va appeler ça attaquant, et lui qui était un peu plus tempéré. C'est-à-dire que JP était plus exigeant sur la façon d'attaquer, alors que justement Victor avait tendance à être un peu trop parfois conservateur. Et que je suis pas si sûr que pour même quand bien même ce soit un premier Masters, je suis pas si sûr qu'il soit, on va appeler ça, si peu agressif vis-à-vis du parcours, quand bien même il connaîtrait peu ou pas. Au Masters, je suis comme Cyril, et il l'a dit effectivement dans ses interviews. Pour l'instant, il y va vraiment en pure découverte. Il se met pas de pression, il a bien raison. Moi, je pense qu'il peut passer le cut. Il semble avoir des armes pour ça. Mais par contre, un top 20 ou un top 30, j'ai beaucoup de mal à y croire. Voilà. Bon, en même temps, si tu passes le cut, top 30, c'est plus si loin que ça quand même. Non, parce que c'est 50 parce qu'il n'y a plus beaucoup. Égalité. Mais après, le top, la question, c'était faire au moins aussi bien que Thomas Levé, ça veut dire au moins un top 15. Quoi. Donc là, il y a quand même. C'est sûr qu'il y a du monde. Ouais. On n'a pas entendu l'ami Julien sur Victor Pérez. Cette année, c'est sûr que non. Non. Meilleur que Thomas Levé, je ne parle pas de passer le cut et tout ça. Mais comme je ne sais plus qui le disait, il y a trop de joueurs confirmés, il y a trop de joueurs qui sont sur des bonnes pentes pour pouvoir aller attraper presque un top 10. Quoi. Enfin, un top 10 au Masters, ouais. Pour moi, cette année, après, je pense qu'il est très sérieux. C'est peut-être même ce que moi, parfois, je lui reproche parce que j'ai tendance à aimer beaucoup les joueurs qui peuvent péter les plombs, qui peuvent à un moment donné on peut avoir l'impression que c'est nous sur le parcours, c'est-à-dire on fait un mauvais coup et puis ça va partir en sucette. Moi, c'est pour ça que j'aime bien Spieth parce qu'il peut y avoir 3 birdies, un triple bogey, re-birdie, re-quadruple et c'est ces joueurs qui me font délirer quand je regarde la télé. Et je pense que Victor est pas du tout comme ça. C'est un mec qui a l'air, c'est un ordinateur quoi. Donc je pense que ça peut marcher, mais comme il le dit probablement très bien, apprendre, apprivoiser la bête, et puis ouais, voilà, fabriquer sa carrière, fabriquer son jeu. Et après, on n'est pas à l'abri d'un coup d'éclat, d'un exploit. Jamais. C'est ça. Tout le monde peut avoir une bonne semaine. Tous les joueurs qui jouent au Masters, il y a grosso modo que des grands joueurs de golf. Donc bon. Allez. En conclusion de ce chapitre Masters, je vais vous demander, alors on avait fait le petit jeu de pronostiquer au mois d'août les vainqueurs des majeurs restants. Non, c'était même avant l'été. J'en avais eu un. DeChambeau avait été presque cité par tout le monde au moins une fois, donc lui, il l'a fait. Morikawa, ça a été un peu la surprise. On va dire votre favori, pas forcément rentrer dans de longues justifications, mais votre favori, votre outsider et votre surprise pour ce Masters. Allez, je donne la parole à Marion. Alors, mon favori, c'est Dustin Johnson. Mon outsider, ce sera Tommy Fleetwood. Et ma surprise, ce sera notre cher Jordan Spieth. Gugu. Favori, Bryson DeChambeau, of course. Outsider, j'ai mis Jason Day. Et en surprise, j'aimerais bien quand même y croire parce qu'il m'a fait plaisir, ça serait Molinari. Ah. Ok. Bonne blague, Gugu. Tiens, Julien. Favori Spieth, outsider JT, et c'est quoi le dernier? Surprise, Cantlay. Ouais. Cyril. Favori Bubba Watson. D'accord. En surprise, je vois bien Simpson, Webb Simpson.
Et outsider, ouais, Kentley aussi, ouais. T'as quand même gagné le Zozo, donc ouais, Kentley. Je sais pas si c'est une très bonne nouvelle qui cite les mêmes joueurs que moi, du coup, pour ma fantasy. Bah, ça en est une pour toi, parce que t'es bien devant moi en attendant en général, donc pour toi, peut-être pas, mais. Chris. Favori, moi, je mets Chauffelet. Surprise, je mets un des Australiens. Un des Australiens qui est. Gugu a parlé de Jason Day, ouais, il y a Scott, il y a Lashman. Cameron Smith. Si ça Ouais, plutôt ceux qui ont déjà été très performants, très à l'aise sur ce parcours. Et puis, un outsider, je mets Justin Rose parce que ça fait quand même plusieurs années qu'il tourne autour et que 2, ouais. il aime beaucoup ce parcours et il semble bien revenir ces derniers temps. Si un des Australiens s'est accepté en outsider, dans ces cas, je peux mettre un des Européens. S'il vous plaît. Tu fais comme tu veux, Gugu. Pour de vrai, je pense qu'Aton peut être rigolo à suivre. Oh, ouais. Je trouve super performant en ce moment, il rate rien. C'est qu'il y a un champ de joueurs cette année qui est fantastique. On parlait de Cantley, Hatton, etc. On a beaucoup parlé de Brazen à juste titre, hein, parce que c'est vrai qu'il faut en parler. Mais ça va être un. Moi, je suis très content. Tu as démarré l'émission. Moi, je suis super ravi de retrouver ce Masters. Et puis, dans quelques mois, on va en avoir un autre. Donc, on se régale quand même. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Hein. Moi, je sais que je mettrais aussi une pièce volontiers sur DJ, qui a l'air de revenir fort. Il a eu le Covid. Il le dit, il est fatigué. Ouais, mais là, il est. Mais t'as vu comment il joue, là? Il est en contention. Moi, ce week-end. Là, c'est pas dit. Je sais pas si gagner, ça serait une bonne nouvelle, parce que je crois que jamais celui qui a gagné le Houston Open avant le Masters, elle l'a remporté dans la foulée. Mais voilà, parmi les outsiders, c'est vrai qu'entre Cantley, Hatton, même s'il joue pas bien, je trouve que Tiger, il est forcément un outsider à Augusta. Donc voilà. Et moi, je mettrais en surprise Ian Poulter. Oh là là. Ouais. Très bon choix. Eh bien, merci. La réponse dimanche prochain. On en saura plus sur les uns et les autres. On va poursuivre et on va rester dans le Masters, mais on va faire un petit bond en arrière de 45 ans, puisque Cyril va nous parler de l'édition 1975. Oui, alors c'est ça. En fait, étant donné que la saison de golf donc est terminée au Québec et que nous sommes également soumis à des restrictions sanitaires, je me suis dit que pour occuper mes soirées, j'allais regarder du golf, pour faire changement. Et vu qu'on approche du tournoi des maîtres et que en plus c'est le thème donc central de ce podcast, j'ai regardé quelques éditions que quand pour moi le seul gazon que je foulais avec des chaussures à crampons, c'était avec un ballon. Fait que je me suis fait l'édition de 1975, effectivement, Lionel. Alors, sachez d'ailleurs que pas mal toutes les dernières rondes sont disponibles depuis 2 ans sur YouTube et sincèrement, ça vaut le coup. En regardant ce qui est encore considéré aujourd'hui comme un des plus grands Masters de tous les temps, vous remarquerez très vite que tous les cadets sont afro-américains, mais tous sans exception. Il y a même 2 préposés sur chaque green pour relever les pitchs et ratisser les fosses de sable à la place des joueurs. Fait que après quelques recherches sur Internet, je me suis souvenu que l'on doit cette tradition à l'un des membres fondateurs, mais surtout président du Augusta National Golf Club, monsieur Cliff Roberts, qui a dit, je cite, « Moi vivant, tous les joueurs de golf seront blancs et les cadets noirs ». Alors, faut bien avouer que dans un État historiquement ségrationniste comme Georgia, c'est tout sauf étonnant. D'ailleurs, dans le même registre, je vous rappelle également que ce n'est qu'à partir de 2012 que les femmes ont été autorisées à devenir membres au club de golf d'Augusta. Et toujours est-il qu'après 46 ans de tradition, gros changement majeur, c'est donc en 83 que les joueurs sont autorisés
à avoir leur propre cadet au Master, un gros move qui fait moins tâche sur la réputation du tournoi. Et pourtant, et oui, je vous dis, et pourtant, parce que paradoxalement, ce sera le début de la fin pour la majorité des cadets afro-américains au Masters et sur le circuit numéro 1 aux États-Unis d'Amérique. Alors, faut savoir que sur le PGA Tour, jusque dans les années 80, 70% des cadets étaient afro-américains et que maintenant, c'est à peine 0,1%. Donc, c'est pourquoi j'ai eu envie, dans cette jazette pastille, de rendre hommage à ces hommes de l'ombre aussi iconiques que les azalées et les vestes vertes, aux plus grands cadets de tous les temps à Augusta, selon moi, ceux pour qui la victoire de Woods en 97 fut tout un symbole, tel un gros doigt d'honneur à ce cher monsieur Cliff Roberts. Alors, je vais commencer avec le plus célèbre, celui qui a commencé comme porteur d'eau pendant la construction du parcours à l'âge de 10 ans. C'était pendant cette période d'ailleurs qu'il apprendra à mémoriser tous les contours des grilles. C'est donc là, sur les terres où sa famille habitait, à quelques coups de drive de Bryson DeChambeau, qu'en 1933, à l'ouverture officielle du parcours, Willie Stokes, dit Papy, décide de devenir caddie. Il remportera 5 titres, le record. Le premier en 38 au sac de Henri Picard, un modeste joueur français. Non, je déconne. En 48 avec Claude Harmon, le fils du père du fils. Et surtout, enfin, le doublé avec Ben Hogan en 51 et 53 et le dernier avec Jack Burke Jr. Alors, j'enchaîne avec en choix numéro 2 dans mes favoris. Ah non, ça c'est la pastille, pardon. Le plus reconnaissable de tous, c'est Carl Jackson, intronisé au Caddy Hall of Fame en 99, le record de l'évité de la profession au Tournoi Masters, avec au total 54 tournois, cadet à l'âge de 11 ans et premier Masters à 14 ans en 1961. Mais Jackson, c'est surtout, à mon sens, la plus belle histoire entre un cadet et un joueur à Augusta, avec Ben Crenshaw. Ils remporteront 2 vestes vertes en 84 et 95. Jackson sera d'ailleurs l'un des seuls cadets afro-américains à ne pas perdre sa job à Augusta suite au changement de règlement, puisque Crenshaw préférera le conserver auprès de lui. Association qui durera pendant 39 éditions. Alors, il y a plein d'anecdotes sur Jackson. Si vous avez l'occasion un peu d'aller voir sur Internet, c'est passionnant. Mais j'en ai retenu une particulièrement, c'est que, étant donné que Grayler Grayler, avant d'être cadet, enseignait, il était prof au Texas, il a enseigné à Crenshaw. Et donc, de par cette rencontre, il a rencontré Jackson, le célèbre cadet de Ben Crenshaw. Et donc, il partagera avec Michael Grayler tous les secrets qui renferment son yardage book et surtout lui enseignera comment lire les greens. Résultat, une 2e place en 2e 14 et la victoire historique en 2015 pour Grayler, enfin Jordan Spieth. Ensuite, il y avait le flamboyant Willie Peterson, nommé Pete. Premier titre à 16 ans en 63, puis 65, 66, 72 et 75. Je parle bien évidemment du cadet de Jack Nicklaus d'ailleurs, qui lui ne le reprendra pas à partir de 83 et du changement de règlement. Et Peterson est également intronisé au cadet Hall of Fame en 2000. Ils sont quand même assez rares. Et puis le dernier, lorsque Arnold Palmer arrive en 1955 pour ce premier tournoi des maîtres, il se retrouve associé à Nathaniel Ironman Avery. Ensemble, ils gagneront à 4 reprises, 58, 60, 62 et 64. Et le moment le plus célèbre du duo est sans aucun doute l'édition de 1960, lorsque Palmer, passablement énervé, jette son club dans les airs et que Ironman lui dit est-ce que nous abandonnons, Monsieur Palmer? Et là, The King, remotivé par la remarque, finira birdie pour remporter sa 2e veste verte avec un coup d'avance sur Ken Venturi. Voilà, c'était un petit retour en arrière et puis surtout rendre hommage à ces cadets qui étaient vraiment considérés comme les meilleurs aux États-Unis et surtout à Augusta.
et qui, depuis sont, hormis un d'ailleurs, tous décédés. Merci Cyril, c'était bien. Bienvenue. Bienvenue. C'était fort intéressant. On apprend toujours plein de choses, moi, dans cette émission. Bon, allez, on conclut cette émission avec notre traditionnel quiz punaise. que nous a préparé Julien. Alors, on est sur un spécial Masters. Maître Julien, nous avez-vous préparé un quiz spécial Masters ou allez-vous tester nos neurones sur d'autres sujets golfiques? Non, je m'en voudrais d'avoir trahi la confiance qui m'a été accordée, puisqu'on m'a demandé de faire expressément un quiz spécial Masters. Donc, j'ai fait un quiz expressément sur un joueur qui a gagné le Masters, qui est Jordan. Non. Alors, je rigole. On m'a demandé, le boss m'a demandé un quiz Masters, je fais un quiz Masters. Et du coup, on peut faire comme Bryson, on peut tricher cette fois-ci lors de ce quiz ou... Allez, voilà. Non. Moi, j'ai pris des notes hier. J'ai travaillé pendant 2 ans. On a le droit ou je les fous T'as bossé le quiz? J'ai retrouvé le cahier. Ah j'ai pris toutes les notes de Wiki. Toutes. Alors dites-moi-le, je les connais pas par cœur. Si c'est pas accepté, je la jette. Non, mais vas-y. C'est une aide au jeu. C'est une aide au jeu. Donc. C'est simple, Cyril peut l'utiliser à condition qu'il soit dans mon équipe. D'accord. Ah ouais, d'accord. Pour ne rien te cacher, il est dans ton équipe avec également la présence de Chris dans cette équipe-là. J'aime bien cette équipe. J'aime beaucoup l'équipe. Et Lionel Gugu. Je commence avec vous, du coup, les garçons. Lionel Gugu, première question. C'est un QCM que je vous propose en première épreuve rapide. À quel dessein ou à quel but a servi le parcours d'Augusta National pendant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que c'est resté un parcours de golf? Est-ce que c'est devenu un camp d'entraînement pour l'US Army? Est-ce qu'il a été utilisé pour élever des dindes et du bétail? Ou est-ce que c'est devenu un bunker d'urgence pour le President of the United States of America? C'est la 2. Le camp d'entraînement? Le bétail. La 3. Alors. Il y en a eu 4. Pour élever des dindes et du bétail. Ouais. C'est une bonne réponse. Premier point. Équipe des tricheurs ou ceux qui révisent, je ne sais pas comment on les appelle. Ah non, moi, je ne suis pas tricheur. Quel joueur a flingué la plus grande avance au score dans une 4e ronde lors d'un tournoi des maîtres à Augusta? Est-ce que c'est Nick Price? Est-ce que c'est Jordan Spieth? Est-ce que c'est Ken Venturi? Ou est-ce que c'est Greg Norman? Le joueur qui avait la plus grande avance sur le second et qui a réussi à perdre le tournoi. Je serais tenté de dire Norman, mais... moi aussi, je serais tenté de dire, j'ai mon micro moi, oui, je serais tenté de dire Venturi, mais non, je pense effectivement Norman. Je sais qu'il y a plein de joueurs qui avaient 3 coups d'avance et qu'on foiré la gagne, mais ouais, je vous suis, Norman. La réponse Greg Norman, et je vous accorde donc le point. Qui est le vainqueur du Masters 2000, puisque vous avez dû réviser vos vainqueurs et que vous pensiez sûrement que j'allais faire une énumération là-dessus, mais non, je vous demande juste le vainqueur des années 2000, l'équipe Lionel Gugu. Est-ce que c'est Mike Weir? Est-ce que c'est Tiger Woods? Est-ce que c'est Vijay Singh ou bien Dennis Paulson? Moi, j'ai rien révisé. C'est pas Tiger, parce que Tiger, en fait, il rate le Grand Chelem à cause de ça. Il le gagne en 2001. Il n'a que le Grand Chelem l'année d'après. Et moi, je sais que Vijay Singh, je crois que c'était 2001 qu'il le gagnait, mais je le vois dans ces eaux-là. J'aurais dit plus tard. Et tu as le premier que tu as dit Mike Weir. Oui. Non, le Canadien, il a gagné. Alors, il me semble que c'est ça pourtant, de Weir. De toute façon, c'est pas Paulson, là. Je sais même pas si c'est pas un copain de Julien, ça. C'est un mec qui est je pense que le mec là, il a jamais joué le Master. Alors attends. Avant que vous me donniez votre réponse, je vais vous apprendre un petit quelque chose. Dennis Paulson, c'est pas mon ami, c'est le joueur qui était en tête du Masters de l'année 2000 au bout du premier tour. Ah oui, donc il a joué. Ah là là, il est fort. Je dirais Singh. Comme tu disais ça, Gugu. En général, quand je pense que c'est Singh, ça veut dire que c'est Mike Weir. Bon, d'accord. Alors on va faire ça. On va pas suivre ton instinct. Donc Weir. Vainqueur du Masters 2000 avec un score de -10, Vijay Singh.
Donc, mauvaise réponse, malheureusement. Chris Cyril Marion. John Daly, un jour, a dit: j'ai entendu dire que le vainqueur du Masters organisait le repas. Si un jour je gagne, il n'y aura pas de costume, il n'y aura pas de cravate, et il y aura des sombreros pour tout le monde, une soirée au casino pour tout le monde, ou McDonald's pour tout le monde. Il a pu dire McDonald's pour tout le monde. Oh, McDo, je dirais, ouais. Il a pu le dire. Hein, C'est peut-être le piège, hein, mais ouais. C'est quoi, Pareil, sombrero, McDo Sombrero, et... casino ou McDonald's. Ah, casino. Casino, c'est vrai que Je vois pas le rapport avec le repas à casino. Ouais, je vais dire McDo quand même. Ouais, moi, c'était notre instinct à tous. Ouais, Et nous, Ouais, je ouais. vais dire McDo. Allez. peut-être on va pas faire comme Gugu, comme ça, peut-être que. Vous êtes une équipe qui suit son instinct et vous avez raison, puisqu'il a dit McDo pour tout le monde s'il avait gagné. C'est beau. Ouais. Allez, deuxième épreuve. Alors là, Oh. je vous pose à tous la question en commun et vous m'envoyez les réponses. Donc après, vous vous débrouillez, on se prend 2 minutes pour que vous puissiez discuter. Vous êtes un joueur, vous sortez de la main corner et vous sortez du 13. Il faut me donner, dans l'ordre, les parts respectives des 5 derniers trous à jouer. Des 5 derniers trous à jouer. Donc 14, 15, 16. 14, 15, 16, 17, 18. Je veux savoir quelle part c'est. Ok. Moi, si je me suis trompée ou pas, je vous ai écrit mes réponses en message. Je me suis peut-être trompée. Hein. Ah ouais, Allez, hop. ok. T'as envoyé, Julien. Au cas où Ouais. la rapidité compte. Non, pas tellement. Ah ben si, allez. C'était pas prévu, quoi. Non, parce qu'on est 3, c'est plus difficile à. Ah, quand tu es sur ton Vous coup, tu es mettre sur ton d'accord. coup. Hein. C'est-à-dire Attendez. que là, moi, je demande plus l'avis à Gugu, quoi. Donc, c'est encore plus rapide, quoi. Je viens de Mais- recevoir la réponse de l'équipe Lionel Gugu. C'est tout bon. Ok. Donc j'attends Ouais. Moi, je, Chris, et si Chris est d'accord, je te le donne. moi, je suis pas d'accord. Ah bon, Ah. bah d'accord. Bah, vous pouvez dialoguer ensemble, hein, de toute façon, nous. Vous pouvez. On a envoyé notre réponse. Pourquoi t'es pas d'accord? Pour Je suis lequel pas d'accord sur le 15. 15. Ouais, bah, ouais. Alors attends. Je suis pas du tout d'accord. Il est pas non seulement il n'est pas d'accord, mais en plus il n'est pas du tout d'accord. Ouais, c'est ça. Attends, oh mince. Bah non, le 15. Allez, on fait vite, là. Hein. Ça Tu se peux joue pas leur vite. mettre un timer? Mais Chris, à moins que ça ait changé, ça a changé le 15. Ouais, ils ont changé leur des trous depuis peu, en fait. Par contre, le 15, ça a toujours été 1 par 5. Ça dépend. Peut-être que la dernière fois qu'il l'a joué, Chris, le parcours, il l'a joué à partir du 10. Mais Chris, enfin, c'est le par 5, c'est le dogleg gauche qui descend. Avec la pièce d'eau devant le green. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, ouais, je vois le trou, mais pour moi, c'est 1 par 4. Allez, il va falloir m'envoyer une réponse, l'équipe. Oh non, Chris, me fais pas ce coup-là. Mince. Non, mais si vous êtes vous êtes tous les deux d'accord là-dessus, moi je vous suis. Hein, Donc, t'envoies, Marion? Ça fait, pour moi, c'est 4, 5, 3, 4, 4. Si c'est la réponse de votre équipe, et c'est la réponse de votre équipe, c'est une bonne réponse également. Oui. Je vous Merci, ai hein. perdu. Merci, Chris. Je vais essayer. Comme... J'ai eu un énorme doute là. Hein. Merci Marion, merci Cyril. Match nul sur cette petite épreuve. Allez, petit qui suis-je pour terminer cette émission spéciale Masters. Pour 4 points, équipe Gugu Lionel. Je suis né le 17 décembre 1962 à Greensburg, en Pennsylvanie, un État qui met donc autant de temps à compter des bulletins de vote que moi à trouver l'orthographe correcte de ce dernier. Collège en Floride, passé pro en 1985, je remporterai 6 victoires sur le PGA Tour, bien que je sois gêné, à l'instar de Jason Day, par des problèmes de dos. Ok, Faut que tu fasses donc une le bonne chose, garçon, Il est né en quelle année, tu as dit? 62. 1962. Donc 58 ans. 58 ans. 58 ans. Et il passe Et pour, il a quand même dû gagner le Masters pour qu'il nous le donne. Attends, tu t'es dit qu'il est né en Pennsylvanie? Ouais. Moi, ça fait aucune différence pour moi où il soit né. Ben, on va essayer de trouver un vainqueur du Masters américain qui Né. a dû gagner dans l'année 90-2000, donc qui n'est pas Mike Weir, qui n'est pas Paulson, qui n'est pas Fidjien, qui n'est pas Argentin. C'est pas Tiger. Pas Reed. Non, qui n'est pas Tiger. Comment il s'appelle le meilleur opposant de Tiger à un moment là, Marco, je sais pas comment il s'appelle.
Marc Calcavecchia? Cavecchia. Il a gagné le Masters ou pas, lui? Je crois pas, non. Est-ce que tu as une autre idée? Bah ouais, j'avais Payne Stewart, je sais pas pourquoi, mais il n'a pas gagné le Masters non plus. Mais il avait l'âge. Il avait peut-être pas l'âge, d'ailleurs. Personne n'a dit qu'il avait gagné le Masters. Non, mais c'est un spécial Masters, donc il a dû forcément faire quelque chose au Masters, mais bon, peut-être pas, hein. Peut-être juste, il n'a jamais passé un cut au Masters, donc va pas se souvenir. En fait. Il en a fait 17, mais il n'a pas passé un cut et personne ne connaît son nom. Ce serait drôle, ça. Eh ben, écoute, Une réponse? Marc Calcavecchia, puisque de toute façon on passe la main, donc. Et donc, vous passez effectivement la main, puisque ce n'est pas Marc Calcavecchia. Vous avez une réponse pour 4 points, équipe adverse, ou vous voulez que j'annonce le 3 points? Annonce le 3 points. Allez. Ma meilleure performance à Augusta sera une 15e place en 2001. Oh l'enflure. Un tournoi auquel je participe à 10 reprises et duquel je ne rate le cut qu'à une seule reprise, en 2004. Donc, le gars a participé 10 fois au Masters, il a raté un seul cut en 2004. À la suite de ma carrière, pendant laquelle je remporterai par exemple le Phoenix ou le Buick Open, dans mes combien de victoires j'ai dit? 6 victoires. 6. J'intègre le PGA Champions et deviens reporter également sur le champ de jeu pour Golf Channel. Oh bah là, attends. T'as une idée, toi? C'est Paul Azinger. Mais t'es sûr qu'il est né en 50 Qu'il a 58 ans? Il a plus? Il a 60? Ah. Il aurait plus que 58 ans? Il est plus vieux que Couples? Ou il a l'âge de Couples? Parce que Couples, il est de 58 ou 57 ou 59, quelque chose comme ça. Donc, lui, il est de 62, floridien. Non, il est pas Université Floride. Ouais, Pennsylvanie. Né en Pennsylvanie et grandi en Floride. Enfin, CPGA. Azinger, il aurait que 6 victoires sur le PGA. Ouais, c'est pas faux, mais. Je sais pas. Et il aurait fait qu'une 15e place. Pas mieux que 15. Ouais, je sais pas. Qui c'est qu'il y a en consultant encore? Après, ça veut dire qu'il aurait eu 20 ans en 82, 30 ans en 92. Après, vous êtes très très bon en maths pour l'instant, mais bon. Les autres consultants, je les vois surtout britanniques, en fait. C'est ça qui me gêne. Mais en plus, il est consultant Golf Channel. Il est pas que... Là, quand on le voit à l'antenne, c'est quoi? C'est Golf Channel ou c'est cette année, c'est beaucoup Golf Channel, ouais. CBS des fois, mais c'est Golf Channel. Mais Azinger, il est consultant Golf Channel ou CBS? Je me rappelle plus. Il est technique, cette discussion. C'est peut-être lui, ouais. Moi, t'as personne d'autre à dire, donc tu peux. Mais je vois personne d'autre, c'est ça. L'autre, je me rappelle plus de son nom à l'autre. Azinger, Marion, Chris. Ouais, vas-y. Oui, du tout, ok. Donc, Paul Azinger. Rien d'autre à dire, donc. Non, ce n'est pas Paul Azinger. Ok. Si je peux apporter d'ailleurs une précision, j'ai dit qu'à la fin de ma carrière, j'intégrerai Golf Channel et le PGA Champions, mais je n'ai pas donné d'année trop. Il y est peut-être plus en fait maintenant. Alors. Il y a peut-être été un temps. Ah ouais. Vous avez un point de retard. Si vous réussissez à répondre pour 2 points, vous remportez la partie. Ah d'accord. Donc je lis 2 points. Allez. J'ai cependant reçu certains honneurs à Augusta en Géorgie, puisque j'ai remporté le concours de par 3 du Masters en 1991, bien que mon fait d'armes reste sûrement d'avoir osé une horrible ceinture Peace and Love en dernière ronde d'un majeur et en l'occurrence d'un US Open. Alors, moi, je ne sais même pas le vainqueur du majeur 2000. Il faudrait que je me souvienne du vainqueur du par 3 en 91. Non, la vraie info, c'est quand même cette horrible ceinture Peace and Love dans un dernier tour de majeur. Et c'était... T'as noté, Gugu, son meilleur résultat, c'était en 2001, c'est ça? 15e, ouais. Non, il n'a pas donné date pour son meilleur résultat. Si, 2001. 15e place en 2001. Oh, putain. Moi, je t'avoue que j'ai aucune idée, mon cher Lionel. Enfin, comme d'hab, on le dira, mais... Ah, quand même, vous n'avez pas bossé les vainqueurs du concours de par 3? Non. J'ai pas bossé du tout. Moi, je suis arrivé...
Non, bah, non, j'ai pas Attends, dit. je vais y aller. On va dire que c'est ma Vas-y. réponse. Nick Flaherty. Ouais. Quoi? Il me semble. Nick Flaherty. Non, FE. non, c'était pas lui, je disais, moi. C'était pas Nick Doherty, toi tu dis. Non, je pensais à David Flaherty. David Flaherty, enfin le mec qui en gros qui est habillé toujours cintré, là, qui commentait notre. Mais il est anglais. Il est anglais, il n'est pas américain. David Flaherty, je crois. Oui, il est anglais, c'est Il pour ça était dans la Ryder Cup européenne. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas ça. Moi, je vous lis le 1 point, mais le 1 point, vous l'allez l'avoir, je pense. Bon. Donc À là, vous. là, on peut attendre qu'ils disent le. Je peux dire le 1 point, il faudra me donner une réponse. Si vous n'avez pas bon, ils auront une balle d'égalisation. En emmenant Woods en play-off de play-off le lundi de ce fameux US Open 2008, je n'ai rien ajouté à mon palmarès personnel, mais ai construit aux côtés du Tigre un des plus beaux duels de l'histoire des US Open récents. Je suis... Comédiette. Donc Hein? c'est Rocco Mediate. Ouais. C'est ça? C'est lui qui. C'est une bonne réponse. Non, bravo, ben oui. Bravo. Oui. Et elle l'avait donné depuis tout à l'heure. Ouais. Bravo, Marion. Je l'avais dit en même temps que John Daly, mais j'étais pas. Ouais. Bravo, Marion. En fait, Bien joué. Pas. C'est vrai qu'il a un parcours bizarre, ce mec. Hein. Il a quand même une carrière un peu Ouais. spéciale, hein. En fait, je l'aurais même pas mis américain, moi, je pense, au départ. Comme ça. Alors, Flaherty, il est américain. Rocco Mediate, il est italien. Il est sicilien. Italien, ouais. Ça va pas du tout, cette histoire. Lionel, il dit Mediate. Rocco Mediate. Tu t'appelles Rocco Mediate. Ouais. Bon, bah, bravo Marion, bravo Chris, bravo Cyril. Et papa Ricordo. Rocco a encore frappé. Donc, merci à tous de cette émission. Merci de votre participation. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent Masters 2020. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir la gang. Bon tournoi à tous. Bye bye. Bon Masters. Ciao. C'est cette semaine le Masters. Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com. À très bientôt. Alors, avant de terminer avec notre ami Julien, on va juste refaire un petit bout d'enregistrement puisque Marion nous a cité Hovland en surprise et Hovland ne joue pas le Masters. Donc, exactement. Non, mais comme quoi, ça serait vraiment une super surprise. Ça serait quand même le mec qui jouait pas et il le gagne. Ouais. Non, mais de toute façon, c'était forcément fichu à partir du moment où tu es avec Gurman, tu pars déjà avec un handicap. Le WHS. Je peux vous proposer de refaire le quiz la prochaine fois. Je le refais moi. J'ai l'impression d'être utile. Mais j'ai bien compris que Julien m'en voulait de lui avoir imposé un quiz spécial Master, donc il m'a dit bon d'accord, je te mets avec Gugu. Non, et puis connaître ceux qui interviennent sur les chaînes comme CBS et tout ça, c'est pas forcément évident pour nous. On les regarde pas souvent quand même. En plus, c'est souvent une voix parce que lui, il était vraiment sur le parcours. Je crois, on le voyait rarement en fait. Il commentait, mais. Ah ben Rocco, c'est plutôt un mec de terrain. Hein.